Chers amis, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver ici en direct au parc Assiniboine à Winnipeg dans le cadre de cette deuxième rencontre du Canada à la Coupe du Monde de 2026 de la FIFA. Évidemment, vous entendez beaucoup de bruit derrière moi certainement. C'est que nous sommes en direct au parc Assiniboine où la foule, où une marée humaine rouge effectivement qui s'est déployée aujourd'hui pour regarder cette deuxième rencontre du Canada qui affronte le Qatar. Et visiblement, les choses se passent très bien pour cette première partie du match en tout cas. Au moment où nous prenons notre début de l'émission, le Canada mène à la marque à 3-0. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette rencontre tantôt, mais comme il n'y a pas que le soccer, nous aurons effectivement le reste de l'actualité locale dans cette édition. Nous reviendrons sur la sortie du Premier ministre canadien au sommet du G7 concernant le projet controversé de Silica au Manitoba. Et nous évoquerons également la tempête du 9 juin dernier dans laquelle les producteurs agricoles sont encore empêtrés en ce moment. Et si vous vous posez la question de savoir pourquoi on parle de soccer ou de football en Amérique du Nord, nous allons tirer ce lexique au clair juste avant de sortir de cette émission. Voilà pour l'essentiel du menu aujourd'hui. Alors effectivement, pour reparler donc de cette rencontre du Canada qui affronte le Qatar cet après-midi. Pour l'instant, on a terminé la première période. Je suis avec notre analyste de la soirée, Jean-Baptiste Pierrazzi. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, Jean-Baptiste Pierrazzi, qui, je dois le rappeler, est un ancien joueur professionnel qui a joué en Ligue 1 en France et qui est aujourd'hui entraîneur principal au Bonivital Soccer Club à Winnipeg, effectivement, et qui, ce soir, nous accompagne dans l'analyse, dans la lecture de ce match et même des éléments concernant cette Coupe du Monde de 2026. Alors, Jean-Baptiste Pierrazzi, quel regard jetez-vous sur cette première période de la rencontre Canada-Qatar ? Le Canada a entamé le match de la meilleure des façons, avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie, mais pas seulement, avec une vraie maîtrise du jeu. On a vu qu'ils ont réussi à imposer vraiment leur jeu de possession et à s'installer très haut dans la partie du Qatar. Et ont réussi à effectivement marquer très très rapidement, ce qui a permis ensuite de s'installer encore plus, de pousser, de continuer à pousser. Et voilà, aujourd'hui, ils ont réussi à carrément tourner le match en rentrant à la pause avec 3 buts d'avance et notamment avec le Qatar qui a obtenu un carton rouge. Donc voilà, le Canada a réussi à faire tourner le match en sa faveur en cette première période. Parce qu'effectivement, quand on mène dans ce type de rencontre à la marque, ça peut installer une certaine assise psychologique, notamment pour l'équipe du Canada, qui a d'ailleurs réussi à obtenir la sortie d'un joueur du Qatar qui a pris un carton rouge. Non, effectivement, là, ils ont réussi à faire le scénario parfait, je dirais. J'avais un petit peu la crainte, au final, avec la pause fraîcheur, que l'intensité se diminue. Mais pas du tout. Au contraire, ils ont continué à pousser et ils ont réussi à faire le plus difficile, c'est marquer le 3e but dans un match de football. Et le Canada a réussi à le faire. Donc là, maintenant, avec 3 buts d'avance, sait-on jamais, mais ça devrait quand même être bon. Jean-Baptiste Pierrazzi, le joueur professionnel que vous êtes, sait très bien qu'une rencontre n'est jamais terminée tant qu'on n'a pas donné le coup de sifflet final. Il y a encore 45 minutes à suivre d'un moment à l'autre. Mais je voudrais déjà voir avec vous, le Canada ce soir venait jouer un match déterminant parce qu'en attendant, le 24 juin, il affronte la Suisse qui elle aussi a fait match nul avec le Qatar précédemment. Effectivement, c'est un match très important et c'est un match qui va déterminer la suite de la compétition pour le Canada. Donc là, c'est la meilleure des choses qui pouvaient arriver parce qu'en remportant ce match, le match n'est pas encore terminé, mais voilà, c'est de bon augure et en remportant ce match, le Canada va très bien se positionner pour pouvoir franchir la phase de groupe. Alors pour vous qui avez vu cette équipe du Canada se déployer sur le terrain cet après-midi, comment envisagez-vous la suite? Parce qu'évidemment, dans une telle compétition, les adversaires se suivent mais ne se ressemblent pas. Non, c'est sûr. Et le dernier match lors de la confrontation face à la Suisse, ça sera certainement le match le plus difficile de leur groupe. Donc il va falloir bien l'aborder parce qu'il y a une première place à la clé. Et si le Canada finit première de son groupe, c'est encore mieux et ça va leur donner même un avantage pour la suite de la compétition.
On va en reparler tantôt, Jean-Baptiste Pierrazzi. Merci infiniment pour ce premier regard sur cette deuxième rencontre du Canada. Évidemment, lorsqu'on parle de la Coupe du monde de football, il n'y a pas qu'à Winnipeg, ici au parc à Philippe-Boine, que ça se passe cet après-midi. Beaucoup de Canadiens sont mobilisés un peu partout à travers le pays pour regarder cette rencontre Canada-Qatar à cette Coupe du monde de 2026. On va par exemple prendre la température de l'ambiance à Vancouver, où ça se passe effectivement cet après-midi, avec mon collègue Corentin Mitté-Magnan. Avant ce deuxième match de Coupe du Monde, les voyageurs, le groupe officiel de supporters de l'équipe nationale s'est donné rendez-vous. C'est un immense cortège de milliers de personnes qui se dirigent vers le stade. En fait, c'est le plus grand cortège qui a jamais été organisé pour un match de l'équipe nationale. On a parlé avec le vice-président de l'organisation un peu plus tôt. Moi, je suis convaincu qu'on est entre 1000 et 2000. J'ai bien hâte de voir lorsqu'on va tout être aligné. Présentement, on essaie d'organiser avec les forces policières de Vancouver et la ville de Toronto une façon sécuritaire de le faire. Parce que selon eux, présentement, il y a plus de monde que prévu. Fait qu'on essaie d'avancer un petit peu notre front pour être capable d'avoir plus de monde en arrière. Puis comme on le voit, les gens sont sur les côtés. Ils veulent rejoindre la marche. Ils veulent rejoindre la marche, puis en même temps, on leur dit d'aller en arrière, mais c'est bouché. Donc présentement, on essaie de gérer au niveau la crise, je dirais, moment donné. C'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que vous avez du succès, il y a plus de monde que prévu. Ah, absolument, absolument. Moi, je suis vraiment épaté par l'enthousiasme des gens de Vancouver. C'est merveilleux, honnêtement. Là, ça va être épique. Je suis ému. Est-ce que tu as déjà vu ça? Jamais. Jamais. C'est une première. Puis d'avoir aussi une collaboration comme ça des forces policières et des gens de la ville, je trouve ça merveilleux. Puis tout se passe quand même relativement bien. Donc, qu'est-ce que ça dit de la passion des Canadiens pour leur équipe nationale? Moi, je pense que c'est un message important. Puis je parlais avec Jesse Marsh il y a à peu près 30 minutes. Puis j'ai dit que je prendrais une vidéo pour qu'il puisse le montrer à ses joueurs lorsqu'on sera parti. C'est ça que j'ai l'intention de faire pour les aider à comprendre comment nous, les fans, les supporters, on croit en l'équipe. Puis je pense que de grandes choses peuvent arriver durant cette Coupe du Monde-là. Donc j'y crois vraiment. Parce que là, il y a des milliers de personnes à Vancouver, mais c'est tout le Canada qui est derrière l'équipe aujourd'hui. Entièrement. Moi, je pense qu'il y a beaucoup... les voyageurs organisent beaucoup de watch party dans toutes les villes canadiennes. Puis je sais qu'il y en a de très nombreux un peu partout, tout habillé en rouge. C'est ça qu'on souhaite. À l'intérieur du stade, malheureusement, les voyageurs ne pourront pas être rassemblés dans une seule tribune, mais le stade devrait être complet pour ce match et devrait être largement acquis à la cause du Canada. Et justement, à l'occasion de cette rencontre Canada-Qatar, il y en a qui arrivent avec 2 drapeaux pour un seul cœur. Ce sont des immigrants qui ont ce dilemme de savoir quel est le pays qu'il faut choisir dans cette compétition. Mes collègues Rachid Darli et Adam Yadawi sont allés rencontrer quelques immigrants. Dans ce bar de la capitale manitobaine, quand le coup de sifflet de l'arbitre retentit, les supporters retiennent leur souffle. Le match entre le Portugal et la République démocratique du Congo a rassemblé plusieurs diasporas. Nyambura Kae est Kenyan, son pays n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Congo parce que je suis africaine et j'aime les Africains. Durant cette compétition, des supporters binationaux sont tiraillés entre la sélection de leur pays de naissance et celle du pays d'accueil. La situation semble quelque peu compliquée. Il y a un sentiment d'appartenance plus, même si les sentiments commencent à croître ici au Canada aussi. Mais dans un premier temps, à ce niveau ici, c'est encore grand vers le Congo. Freddy Muganza ajoute que supporter le Canada est également un choix potentiel. Je sais que le Canada, c'est vraiment une nouvelle équipe. Ça commence à venir dans le monde de soccer, de football. Mais le Congo, c'est dans cette ambiance-là, il y a beaucoup d'années. Donc, nous allons avec les 2 équipes de cette façon. De son côté, ce supporter français est catégorique. Le lieu de sa naissance détermine son choix. Oui, je suis canadien aussi maintenant, mais je suis quand même né en France. J'ai passé quasiment toute mon enfance en France. Donc évidemment, oui, je supporte la France. Il ne manque pas d'intérêt pour le Canada, surtout si l'équipe fait un beau parcours cette année. Je trouve que l'équipe canadienne se développe énormément ces dernières années. Un événement sportif comme la Coupe du Monde peut-il devenir révélateur d'un certain sentiment d'appartenance? Ça te donne une reconnexion, une opportunité de te reconnecter avec ton pays d'origine et ta culture. Pour cet expert, un tel événement crée toujours un dilemme chez les personnes de double culture. Des fois, c'est difficile de dire qui tu es exactement.
OK? Mais on essaie de voir comment trouver cette balance-là. Ce sont des questions qu'on se pose. C'était un peu l'existentialisme. Et dans tout cela, il reste la question des enfants de ces supporters qui ont la double culture. Je ne sais pas du tout, parce que moi, mon fils, c'est pas non plus un fan de sport et notamment de football. Donc après, il faudrait lui demander. Pour Freddy Muganza, la question est déjà tranchée. Ces enfants ont fait leur choix. Mes enfants sont tous nés en Afrique du Sud. Donc, ils ont plus de sentiments vers l'Afrique du Sud où ils sont nés. Mais ici, comme ici au Canada, ils supportent plus le Canada que l'Afrique du Sud. Ces supporters de soccer devront trouver le juste milieu dans leur choix jusqu'au 19 juillet, date de la fin de cette Coupe du Monde 2026. Ici Rachid Nahli, Radio-Canada, Winnipeg. Effectivement, le choix pourrait être difficile pour un certain nombre d'immigrants et mon invité de ce soir en fait partie, Jean-Baptiste Piravi. Je rappelle, vous êtes ancien joueur professionnel et aujourd'hui entraîneur principal au Boni Vital Soccer Club à Winnipeg. Quelle équipe choisirez-vous pendant cette compétition? La France, votre pays d'origine ou le Canada? C'est effectivement une question difficile, mais j'ai envie de dire le Canada parce que c'est notre pays d'accueil, c'est le pays où on se sent bien, c'est le pays où on est maintenant. Alors, et c'est un pays qui grandit tellement au niveau du football que l'on a envie de le supporter. Donc voilà, mon cœur ira quand même au Canada. Surtout que ce Canada présente une prestation absolument admirable jusqu'ici dans cette rencontre contre le Qatar. Mais puisqu'on parle de Coupe du Monde 2026, Jean-Baptiste Piravi, de façon plus globale, c'est la première fois qu'on va avoir 48 participants. Pour l'ancien joueur que vous êtes, est-ce que une telle compétition aussi intense n'a pas d'impact, d'influence sur la qualité du jeu ou le rendu des joueurs? Je ne pense pas honnêtement parce que les grandes nations ont tellement de bons joueurs dans leur réservoir, j'ai envie de dire qu'ils peuvent faire tourner sans faire baisser la qualité du jeu. Et je pense qu'au contraire, ça donne la chance aux nations moins réputées de se montrer sur la scène internationale, de faire connaître aussi le football dans d'autres pays et justement pousser les enfants à aimer ce sport encore plus. Et il y a aujourd'hui tous les joueurs de toutes ces petites nations, entre guillemets, jouent dans des grands championnats. Donc la qualité est quand même au rendez-vous. Alors, vous avez bien dit petite nation de soccer, entre guillemets, parce qu'on a vu un petit poussé comme la RDC qui arrive après 52 ans tenir tête au Portugal. On a vu les buts de la Côte d'Ivoire. On a également vu l'Ouzbékistan hier, des équipes qu'on n'attendait pas. Quel est le regard que vous jetez sur le niveau de la compétition de façon globale? Mais c'est ce que je disais, le niveau c'est tout simplement élevé dans tous les pays du monde et lorsqu'on prend des pays africains, le talent a toujours été là, le talent africain a toujours été présent. Je pense que ce qui fait la différence maintenant, c'est peut-être les structures. Les organisations sont peut-être un petit peu plus structurées, ce qui fait qu'aujourd'hui ils arrivent dans une compétition comme celle-ci et ne font plus vraiment figure de petits poussés et peuvent rivaliser avec toutes les grandes nations. Alors visiblement les choses ne font que commencer. On a déjà parlé de la poule du Canada et on sait que le super favori c'est la Suisse. Mais dans d'autres poules, on voit également des super favoris qui arrivent et connaissent quelques surprises quand même à l'entrée de cette compétition. Est-ce que vous avez quelques nations que vous attendez absolument dans, on va dire, la dernière ligne droite ou le dernier carré? Ben oui, aujourd'hui ma plus grande surprise a été l'Espagne qui n'a pas réussi à remporter son premier match alors que pour moi c'est peut-être le grand favori de cette compétition. Mais c'est jamais évident d'entamer une Coupe du Monde. Je suis content que la France ait pu bien le faire. Et ensuite l'Angleterre, l'Allemagne, voilà, sont des nations qui pour moi seront au rendez-vous final. Vous avez oublié peut-être l'Argentine que vous n'évoquez pas beaucoup? C'est vrai, tenant du titre avec un très grand Lionel Messi qui a marqué 3 buts pour son premier match et je fais peut-être une erreur en les oubliant. Mais je ne sais pas s'ils vont réussir à reproduire l'exploit qu'ils ont pu faire lors de la dernière Coupe du Monde. Vous évoquiez tantôt l'une des particularités de cette compétition, Jean-Baptiste Piravi, c'est le fait qu'on est non seulement passé à 48 participants, mais le continent africain voit le nombre de sélections passer du simple double. Une dizaine de sélections désormais, ça fait beaucoup plus de petits poussés encore. Mais est-ce que c'est un football qui est désormais plus diversifié? Comment est-ce qu'on pourrait apprécier ce mélange au niveau mondial?
Tout simplement, c'est ce que je disais avant, c'est ce genre d'événement crée tellement de passion et rassemble tellement de monde que ça diffuse tout simplement l'amour du jeu et ce qui permet à des enfants qui peut-être se seraient dirigés vers d'autres sports d'aujourd'hui aller vers le soccer et on sait que le talent est partout et aujourd'hui ça permet de montrer encore une fois tout ce talent qui peut être dans le monde entier au niveau du soccer. Mais comment appréciez-vous effectivement l'évolution justement de la qualité du jeu avec le dispositif technique qu'on a aujourd'hui? Par exemple, tantôt on a vu la façon dont l'arbitre a annoncé le carton rouge, ça ne se faisait pas comme ça par le passé. Est-ce que c'est pour éviter les controverses et les disputes? Ah oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec les technologies dont la FIFA dispose et que tous ces arbitres et tout ça puissent se servir aujourd'hui afin de faire en sorte qu'il y ait de moins d'erreurs possibles. Parce que si on se rappelle quand même de la victoire de l'Argentine à l'époque de Maradona et la main de Dieu, Maradona qui a inscrit le but victorieux en finale de Coupe du Monde avec la main, aujourd'hui ça ne pourra plus se reproduire. Donc c'est quelque chose de bien et ça continue de faire grandir le sport. Est-ce que vous avez une affiche pour la finale, Jean-Baptiste Pirazzi? J'ai envie de dire France-Espagne, ça serait pour moi un match magnifique. Mais voilà, ce que j'espère en tout cas, c'est que le Canada puisse franchir la phase des poules et pourquoi pas gagner un match à élimination directe. Merci infiniment à Jean-Baptiste Pirazzi, je rappelle, ancien joueur professionnel et entraîneur principal au Bonnet-Vital Soccer Club de Winnipeg. Nous allons poursuivre effectivement et on se retrouve juste après la pause pour évoquer les producteurs agricoles qui n'ont pas encore sorti la tête de l'eau depuis la tempête du 9 juin dans l'ouest du Manitoba. Allez, à très vite.